Après la vallée de l'Orcon, on avait besoin de souffler. Alors aujourd'hui on va faire une pause. Mais en Mongolie, une pause ça ressemble à ça. Flotter dans une rivière glacée avant de se retrouver au cœur de la capitale, où vit la moitié du pays. Your name? Hugo! Là? Hugo! Puko. Look! Look, look, look! Thanks! Allez, vas-y. Vas-y, Mathilde! Bye! Je dis vas-y, mais ça sert à rien. Il y a des bouchons. Bye! Et ben voilà, il y a quelques rares ponts quand même. Ils sont pas beaucoup, hein. C'est vrai qu'un pont c'est tellement rare que ça se remarque. Ces derniers jours on a pris cher. La Mongolie, ses paysages sans fin et ses pistes immenses, mais surtout la vallée de l'Orcon. 22 traversées, 22 fois plus épuisantes les unes que les autres. À la fin j'étais rincé, Mathilde aussi. Mais pas tout à fait de la même façon. Moi je balance mon effort d'un coup, je force, je vide toutes mes réserves. Elle gère mieux, elle dose, elle sait qu'enlever le pied. C'est sûrement ça qui fait qu'on avance encore. Deux manières différentes qui finissent par s'équilibrer. Mais là, faut pas se mentir, on est cramés tous les deux, on a besoin de souffler. Alors aujourd'hui, pas de folie, on roule tranquille, on avale la piste presque d'une traite jusqu'à Karakorum. Rien que le nom sonne comme une pause dans la steppe. De toute façon, on se l'est promis, une fois là-bas on lèverait le pied. Troquer notre tenue d'aventurier poussiéreux contre celle de simple touriste. S'amuser, visiter, récupérer. Parce qu'un voyage comme le nôtre, c'est pas seulement une histoire de kilomètres. C'est une histoire d'endurance, de moments partagés et parfois de simples pauses. Salut, on se retrouve, on est à Karakorum, toujours en Mongolie. On va visiter un peu pour changer, on va faire un peu culture, un temple normalement. Et après on va reprendre la route direction Oulan-Bator. J'avoue j'ai un peu hâte d'être dans une grande ville pour un peu se reposer. Et on a vu la partie extrêmement sauvage du pays. Mais il y a quand même la moitié des gens qui habitent dans cette grande ville. Donc c'est intéressant d'aller la voir. Et voilà, et là on va prendre le fameux une moto pour deux pour aller visiter. Et je vais donner mon casque à Mathilde, comme ça c'est elle qui va vous faire les commentaires parce qu'il y a le micro dedans. Allez, en route. C'est la dictature ici. Il fait genre il est sympa devant la caméra mais c'est un tyran en fait ce type, vous n'êtes pas au courant mais... En plus faut que je mette son casque qui est dégueulasse franchement. Quel enfer. Il est hyper rigide. Je vous assure c'est pas une partie de plaisir ce voyage. Moi, il fait genre il est sympa comme ça mais c'est un monstre. Bon, donc on va aller à Karakorum. C'est la cité historique du pays. Créé par Gengis Khan, un truc comme ça là. Je sais pas à quelle époque, j'ai pas tout retenu. Et c'est marrant parce que pour une ville historique, tu t'attends genre à arriver à, je sais pas, au Mont-Saint-Michel, à Aigues-Mortes, enfin un truc un peu joli et canon quoi, qui donne envie quoi. Et en fait, t'arrives dans une ville et c'est tout éclaté. Genre éclaté dans le sens où, bon, déjà, c'est vrai qu'ils ont pas de problème d'espace ici, donc il y a de l'étalement urbain. T'as que des petites maisons pavillonnaires qu'on va voir juste après. Et ensuite, il n'y a jamais de vrai centre. C'est-à-dire que t'as quelques rues principales qui ici sont goudronnées. Mais il n'y a pas de véritable centre quoi. Voilà la fameuse ville. Là, la partie plutôt pavillonnaire. Donc de ce que j'ai pu analyser, c'est qu'à chaque fois les maisons en fait ça fait des jardins comme ça là, entourés d'une paillasse. Je pense que ça c'est pour éviter que les animaux ne rentrent parce qu'ils sont en liberté un peu partout. Et en gros il y a des maisons, alors soit des maisons, ça fait un peu les maisons des trois petits cochons à chaque fois quoi. Des trucs paille, bois, voilà, tôle. Par contre c'est assez coloré parce qu'il y a des tôles de toutes les couleurs donc ça c'est stylé. Des tôles hyper colorées partout et en gros à chaque fois ils ont quand même toujours une yourte dans leur jardin, ça c'est assez marrant. Et généralement il y a toujours une petite cabane dans un coin
Et on va pas se mentir, à chaque fois c'est les chiottes parce que je pense qu'ils ne sont pas toujours raccordés à l'assainissement quoi. Donc là typiquement on est dans la rue principale. Donc en fait il y a des magasins, il y a des choses, hein, mais tout est très éclaté. Et alors ce qui est surprenant c'est qu'il y a quelques immeubles, d'ailleurs il y en a un derrière qu'on aperçoit là de loin, mais on le voit pas d'ici. 8 étages. Et le truc, donc vu qu'il est un peu isolé au milieu du terrain, parce qu'en fait il y a très peu d'immeubles hauts dans cette ville, et ben on voit qu'il est pas d'équerre quoi, genre le truc ultra flippant quoi. 8 étages et c'est pas droit. Voilà, le petit magasin. Restaurant karaoké. Ah ouais, ça karaoké, il y a souvent ça, je pense qu'ils kiffent. Bon, maintenant que Mathilde t'a présenté la ville moderne, il est temps pour nous d'aller voir la ville ancienne. On arrivera donc devant la fameuse muraille de Karakorum. Karakorum, c'était quand même la cité historique au XIIIe siècle de l'Empire mongol, avec Gengis Khan, là, celui qui est considéré comme le fondateur de l'Empire mongol. Là. Et donc c'était ici, quoi, autour. Mais ça a l'air d'être énorme. Oui, c'est grand. Fondée vers 1220 par Gengis Khan lui-même, la ville est entourée de murailles de plus de 2 km de long, avec 4 grandes portes orientées vers les points cardinaux. À l'intérieur vivaient des milliers de personnes, artisans, marchands, moines. On estime qu'il y avait entre 20 et 30 000 habitants. Pour l'époque, au milieu de la steppe, c'était immense. Karakorum, c'était la capitale du plus grand empire du monde. Il y avait un palais gigantesque, des temples, des mosquées, une église. Un lieu où se décidaient les conquêtes, où influaient les ambassadeurs d'Europe et d'Asie. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste? Pas grand-chose. Le monastère Erdenzu et quelques temples construits sur les ruines de l'ancienne cité. Avec leurs toits colorés, les statues, les fresques, seul l'héritage bouddhiste subsiste. Bon, en vrai, c'est vrai que c'est beau, c'est grand. C'est un style... moi, j'aime bien ce petit style. Et en fait là à l'intérieur c'est de la muraille, c'est juste des temples. Mais c'est beau, c'est très beau, j'adore ces bâtiments là avec les tuiles vertes encore là, c'est vraiment joli, regarde. Moi ce voyage au Nirvana ça me donne envie de me détendre et ça me rappelle que je t'avais fait une promesse. Mais si, souviens-toi. Dans la dernière vidéo j'avais promis un truc, c'est que s'il y avait un cours d'eau je te montrerai pourquoi une moto avec une chambre à air c'est beaucoup plus fun que du tubeless. Bah tout simplement parce que tu peux faire de la bouée avec. Donc plutôt que me trimballer 2 chambres à air que j'ai pas encore changé, on va les gonfler et on va essayer. Et on va voir Mathilde si elle flotte mieux sur la 21 pouces ou la 18. Allez. Celui-là, tu le vois le pouce là, c'est pas le pouce levé, c'est le majeur. Oh Mathilde, on va pas se fâcher pour une histoire de bouée. C'est donc, comme un gamin, que je me mets à gonfler la 21 pouces, le pneu avant de ma moto. Mais je t'avoue que plus ça gonfle, plus je doute qu'elle puisse vraiment flotter. On va tester quand même, en espérant ne pas la percer. Ça marchera pas ton histoire. Oh c'est froid putain. Ah mais ça marche pas du tout, regarde. Il appuie pas sur les cailloux pour qu'elle éclate hein. Bah connard. Tu restes appuyé dessus Comment tu... Rapidement le connard il sort la 2e chambre à air. Autant éviter que ce moment de détente ne vire au pugilat de couple. Et là je suis beaucoup plus confiant avec la 18 pouces. Une chambre à air avec un dauphin en logo, c'est forcément conçu pour flotter. Impossible qu'il en soit autrement. Celle-là, je suis sûr ça marche. Pas trop sûr. Attends, reviens. Ça marche pas du tout. Je peux pas revenir. Bien sûr que ça marche pas, mais le problème il vient pas de la bouée, il vient de la pilote. Ah, ça marche. Reviens. Laisse-moi te montrer comment on fait. Chambre à air, c'est mieux que le tubeless. Les 2 aventuriers qu'on prétend être se transforment en gamins. Plus de fatigue, plus de galère, juste 2 improbables voyageurs qui trouvent encore le moyen de s'amuser. Ces moments-là, tu les trouves jamais sur un itinéraire. Et c'est sûrement ça qui rend le voyage vivant. Bon bah je vais te dire la conclusion. C'est que déjà la 18 elle flotte mieux que la 21. Et ensuite la marque Dolphin c'est pas mal. Comme quoi faut toujours, surtout en Mongolie, avoir une chambre à air de rab. Tu vois, ça peut être utile. Il me manque le barbecue. Le lendemain matin, changement de décor. On se remet en route et assez vite on quitte les collines désertes pour Oulan Bator.
1 million d'habitants, la moitié du pays concentré ici. Le contraste avec la Mongolie sauvage qu'on a connue jusque-là est saisissant. Oh, c'est une grande ville, hein, quoi. Il y a des immeubles d'habitation. Par contre, ils ont foutu les pylônes haute tension au milieu de la capitale, là, comme ça, là. Ça traverse, comme ça. Ah putain, là. Ça part de la centrale, et hop. C'est un peu spé quand même ce qu'ils ont fait, hein, en termes d'urbanisme, les Mongols, là. Hein. Ils sont plus là, les petites yurts mignonnes, hein. Oulan-Bator n'est ni belle ni laide, c'est une capitale fonctionnelle, poumon économique du pays. Ce qui surprend surtout, c'est la brutalité du passage entre la steppe et cette grande ville moderne. Ça y est, on est à Yubi, Oulan-Bator, et on est sur la place principale, la place Soukbatar. Et ouais, c'est une ville plutôt moderne, hein, quand même. Il y a des immeubles là juste à côté. Il y a The Blue Sky qui est l'immeuble le plus haut de la ville. Et non, il y a quand même des petits buildings, quoi, pas mal de centres commerciaux. C'est une ville très moderne, très moderne. Musée, chaîne de fast-food, vaste place piétonne, on découvre une autre Mongolie. Une Mongolie qui court vers l'avenir tout en gardant un pied dans son passé. Comme si ce pays avait plusieurs visages et qu'il fallait les voir tous pour espérer le comprendre un peu. Pour ça, on visitera le musée Gengis Khan. Gros coup de cœur, c'est vraiment à faire pour saisir ce qu'était l'ampleur de l'empire mongol à son apogée. C'était une expo très intéressante, hein. Franchement, bien, hein. Puis en partenariat avec des organismes français, musée de Nantes, etc. C'était marrant. Ce qui était surtout marrant, c'est qu'en 1200, l'empire mongol, il était mais énorme. Et ils sont allés jusqu'en Turquie, Pologne, quasiment Italie. C'est dingue de se dire que le trajet que j'ai fait moi, bah eux ils l'ont fait aussi. Alors moi avec un cheval mécanique, j'ai moins de mérite qu'eux avec leurs vrais chevaux. Mais putain, ouais, c'est l'empire mongol. Tu comprends pourquoi il y a l'influence un peu partout, hein. Il y a une époque, ils sont vraiment allés loin. C'était des gros conquérants. Non, très intéressant ce musée. On continuera d'arpenter la ville. On se dit qu'on a survécu à l'Orcon, qu'on a flotté comme des gamins et qu'on a traversé ce pays de l'extrême ouest jusqu'à sa capitale. Mais surtout, on va prendre le temps de se poser, régler 2-3 questions d'organisation, quelques contraintes administratives. Parce que la prochaine fois qu'on remontera sur nos motos, ça sera plein nord, direction la Russie. Je vais mourir! Surtout faites pas ça, hein, chez vous, hein. Là la scène elle est réalisée par un professionnel, hein. Un mec qui gère la bouée, hein. Non mais surtout je me fais engueuler parce que je crie alors qu'en fait on va mourir là. Tu cries pour rien, tu cries tout le temps, dès qu'il y a une bosse tu cries. Je t'emmerde.